cet atelier est la bienvenue parce que ça permet de faciliter un peu le travail que nous faisons sur le terrain, sur les questions de sexualité, sur l'éducation et la santé sexuelle. Et le fait que nous puissions sensibiliser ici les parents, qui sont aussi des honorables, sur les questions du dialogue parents-enfants, va nous faciliter la tâche quand nous allons plus aborder ces enfants-là, pour qu'ils soient plus ouverts vers nous. Et aussi quand les parents sont mieux outillés, ils ne vont plus penser que nous sommes venus dépraver leurs enfants, mais plutôt aussi les accompagner dans le travail qu'ils font déjà à la maison sur le dialogue parents-enfants. Je retiens que nous devons d'abord en tant que parents échanger beaucoup plus avec nos enfants. Le parent, lorsqu'il fait économie de vérité, lorsque on se refuse d'appeler le nom, quand vous désignez les cesses, eh bien, l'enfant ira copier ça à l'école, avec ses camarades, dans le voisinage, ainsi de suite. Plus de 95% de la population ne comprennent pas que le dialogue parent-enfant est capital et puis dans l'éducation des enfants. Donc c'est pour ça que nous estimons qu'il doit y avoir assez de sensibilisation dans le domaine pour que dès le bas âge, qu'on puisse commencer quand même à en parler. Que les politiques, surtout, nous sommes là les députés, nous sommes en contact, nous sommes les représentants du peuple, que très tôt, chaque fois plutôt que nous nous retrouvons avec nos mandats, qu'on profite de trouver un créneau pour en parler. Les communications nous ont permis de comprendre que entre les parents et l'enfant, on devrait éviter de cacher un certain nombre de choses pour que les enfants soient préparés dès le bas âge. Et cela pour leur éviter d'autres désagréments au fur et à mesure qu'ils vont grandir. On a besoin de ça, c'est-à-dire avoir des interréactions avec nos enfants, échanger avec nos enfants sur ce qu'ils vivent. Aller davantage à la découverte de ce que vivent les enfants. Ne pas laisser Google, Facebook et autres, etc., les réseaux sociaux, en général, agir à notre place, jouer notre rôle. De façon spécifique, il faut dire que la Convention a pour objet de lutter contre la double imposition ou taxation pour permettre que les nationaux d'un État contractant ne soient soumis dans l'autre État contractant à une obligation fiscale plus lourde où pourront être assujettis les nationaux de l'État d'accueil. Et je doute fort, Monsieur le Président, que le gouvernement puisse nous dire, en dehors de Rwandais, que les investisseurs rwandais existent au Bénin et que les Béninois font des affaires avec le Rwanda. Et quel serait l'intérêt, Monsieur le Président, de cette convention pour notre pays? Donc, dans le doute, Monsieur le Président, une sagesse nous enseigne de nous abstenir. L'objectif, c'est que nous devenions plus pointus, plus regardants par rapport à ces aspects-là, pour ne pas juste signer des choses pour les autres et non pour nous-mêmes. Le Rwanda ne me semble pas être un paradis fiscal. Si on doit se méfier d'un pays, ici cet après-midi, je crois plutôt que c'est les Émirats arabes unis. Qu'on n'a qu'à voter, le gouvernement restera vigilant pour voir qui sont ces personnes. Et il est de notre responsabilité de faire des choix bons pour le pays et pour nos compatriotes. Et donc, je voudrais solliciter l'adhésion de nos collègues pour l'accord de cette autorisation au gouvernement. La double imposition, ce n'est pas que des échanges ou des établissements d'entreprises. C'est également une promotion des échanges et une capacité de faire en sorte que des personnes qui seraient intéressées à faire, par exemple, des exportations du Bénin, que ce soit les entreprises béninoises ou les entreprises étrangères, soient intéressées par des produits que nous mettons en mesure d'être exportés. Personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Rassurez-vous,
nous pouvais avoir une assise populaire à travers la martyrisation du peuple nigérien. Mais martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, qu'il se détrompe. S'il doit servir le peuple béninois, qu'il le serve. Et c'est à travers ça que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat s'il juge que ce qu'il a fait jusqu'ici mérite un troisième mandat. Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième mandat. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays des royaumes, d'empires et de sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. C'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Macky Sall voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré, une fois de plus, sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat. Entre-temps, il avait adouci ses positions quand les perspectives pouvant conduire au troisième mandat se sont évanouies à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les pays de l'Alliance des États du Sahel savent quelles sont leurs priorités et c'est des priorités pour le bien de leur peuple sans calcul, sans velléité quelconque d'abuser ou de profiter de l'adhésion des peuples. 5 jours après le premier tour de la présidentielle au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, livre les résultats provisoires. L'élection présidentielle du 6 mai dernier au Tchad consacre la victoire au premier tour de candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mohamed Idriss Déby, selon les résultats provisoires proclamés ce jeudi soir. Mohamed Idriss Déby, qui a dirigé la transition au Tchad pendant 3 ans, sort vainqueur de cette présidentielle au premier tour. Il a recueilli 3 784 360 voix, soit 61,03% selon la NGE. Sur les 8 202 207 d'électeurs inscrits, 6 224 387 ont voté avec 23 686 bulletins nuls. Le suffrage exprimé est 6 200 701, soit 75,89%. Au vu de cette large victoire, je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens, aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont fait d'autres choix. Mohamed Idriss Déby est suivi selon ses résultats provisoires par son premier ministre Sucé Masra qui a obtenu 1 149 199 voix, soit 18,53%. Malgré les augures jugeant régulièrement son pouvoir fragile et contesté, Mohamed Idriss Déby est sur le point de troquer pour de bon son treillis pour le costume de président à tout juste 40 ans.
Faute de soutien international, la transition lui a permis de s'imposer comme le dénominateur commun de nombreux intérêts, de rallier à sa cause des ex-rebelles signataires de l'accord de Doha et des politiques intégrées au dialogue national, inclusif et souverain. Ce dernier l'a autorisé à participer au scrutin pour lequel une coalition de plus de 200 partis fut montée autour de MPS, la formation de son père. La transition a aussi reprimé certaines contestations comme celle d'avril-mai 2021 et plus encore celle du 20 octobre 2022. Dernier épisode de violence, la mort de son cousin et opposant Yaya Dillo le 28 février 2024. Fin 2023, Mahama Idriss Déby avait accepté le retour de Sucé Masra au Tchad, le nommant même Premier ministre, un bon moyen d'anesthésier les contestations internes et externes. Des tirs de joie dans le centre-ville pour célébrer la victoire de Mahama Idriss Déby, tandis que dans les bureaux de soutien au président candidat, les militants sont en train de faire la fête, de chanter, de danser comme celui de Convergence victorieuse. Des tirs sont également entendus dans les quartiers sud de la capitale où les partisans de Sucé Masra font eux plutôt part de leur déception et leur crainte. Deux ambiances totalement différentes à travers la ville. Ces résultats provisoires seront transmis au Conseil constitutionnel qui a 15 jours pour proclamer les résultats définitifs de cette élection présidentielle. Au cas où il n'y a pas de contestation des résultats provisoires proclamés par la NGE, le Conseil constitutionnel donne les résultats définitifs dans un délai de 10 jours. Il faut rappeler qu'avant la proclamation de ces résultats, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration a sorti un communiqué instruisant les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie à prendre des dispositions pour la protection des biens et des personnes. Il les a rappelés à éviter des tirs d'armes à feu, des parades à N'Djamena et dans d'autres provinces du pays. Le ministre Mahama Sharafadine a aussi demandé à la population de garder le calme, la sérénité et de vaquer normalement à ses occupations. Le Bénin a décidé lundi de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien au port de Cotonou tant que le Niger maintient sa frontière fermée. Cette décision intervient alors que le Niger s'apprête à exécuter un contrat pétrolier conclu avec la Chine, portant sur 90 000 barils par jour, ce qui place le pays sur la liste des exportateurs africains de pétrole. Il y a quelques semaines, le Bénin a rouvert ses frontières avec son voisin du Nord, à la suite de l'allègement des sanctions de la CEDEAO qui pesaient sur le Niger après le coup d'État de juillet 2023. Sauf que la junte nigérienne maintient la frontière fermée de son côté pour des raisons que le président béninois Patrice Talon a trouvé ridicules mercredi dans une intervention télévisée. Les autorités nigériennes accusent le Bénin de vouloir envahir leur pays via des forces étrangères regroupées à la frontière. Au Ghana, la Cour suprême examine un recours contre le projet de loi anti-LGBTQ+, adopté par le Parlement en février. La Cour a accédé à la demande de l'avocat et journaliste Richard Delascaille de contester le projet de loi controversé. Ce texte prévoit une peine d'emprisonnement de 3 ans pour les personnes qui s'identifient comme homosexuelles et de 5 à 10 ans pour les défenseurs des LGBT. En mars, une requête en annulation avait été adressée à la Cour afin d'empêcher le président Nana Akufo-Addo de signer le projet de loi, déjà décrié par la communauté internationale. Lors de l'audience présidée par la Cour suprême, la juge en chef Gertrude Torkomo s'est dite préoccupée par le langage cru utilisé dans certaines déclarations sous serment. Le président Akufo-Addo avait déclaré qu'il attendrait le verdict de la Cour suprême avant de décider de signer ou non le projet de loi. L'affaire a été reportée au 17 mai.
Des cris de détresse et des passagers se précipitant dans les toboggans d'urgence pendant la nuit. L'incident concerne une sortie de piste lors du décollage d'un avion à l'aéroport international Blaise Diagne, près de Dakar. Le bilan communiqué par le ministre sénégalais des Transports fait état d'au moins 10 blessés. L'incident est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. L'appareil, un Boeing 737, transportait 85 personnes. Exploité par la compagnie privée Transair, il assurait le vol d'Air Sénégal vers Bamako au Mali. Des pelleteuses détruisaient des maisons dans les quartiers informels de Mataré et de Mukuru à Nairobi au Kenya. Le délai donné aux habitants pour évacuer ces zones exposées aux inondations ayant expiré. Plus de 40 000 ménages ont été obligés en effet de quitter leurs habitations en raison des inondations dans le pays qui ont fait 238 morts. Le président kényan William Ruto a décrété la journée de vendredi férié. Elle sera consacrée à l'hommage à ses victimes. Les inondations au Kenya ont aussi plombé l'activité économique. À Kiambu, Charles Otieno, propriétaire d'un atelier de réparation automobile, est obligé de patauger dans des mares d'eau pour relancer son gagne-pain. Nous sommes bloqués, j'ai un garage automobile, mais depuis que les pluies ont commencé, cela fait maintenant 3 semaines, les véhicules sont ici, bloqués, je n'ai rien à manger. Les services météorologiques du Kenya ont alerté, les pluies persisteront jusqu'à la fin du mois de mai. Des pourparlers de médiation de haut niveau sur le Soudan du Sud ont été lancés jeudi au Kenya. Les présidents africains présents ont appelé à la fin du conflit qui paralyse l'économie sud-soudanaise depuis des années. Le président Salva Kiir est plein d'espoir et il l'a fait savoir. Opposition groups have a similar conviction. Les groupes d'opposition ont la même conviction et le même désir de paix au Soudan du Sud qui, lorsqu'elle sera pleinement réalisée, apportera une stabilité et un développement économique durable dans la région et au-delà du Soudan du Sud. And economic development in the region and leave alone South Sudan. Les pourparlers ont lieu entre le gouvernement et les groupes rebelles d'opposition absent de l'accord de 2018. Cet accord avait mis fin à la guerre civile. Nous devons quitter la mentalité de conflit. Nous devons cesser de nous considérer comme des ennemis. Nous sommes frères et sœurs. Président Fekir, nous sommes frères et sœurs. En 2018, le Soudan du Sud retrouvait la paix après 5 ans de guerre et 400 000 morts. Le président kenyan William Ruto a réitéré jeudi la nécessité de trouver des solutions inclusives et locales aux problèmes africains. Ambiance de fête dans la ville de N'Djamena peu après l'annonce de la victoire du président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Il a remporté la présidentielle du 6 mai avec 61% des voix selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale. Ses partisans sont descendus dans les rues de la capitale jeudi en fin de journée pour célébrer la victoire. Notre bureau est vraiment très content et nous n'arrivons pas à exprimer notre joie parce que tellement qu'on est content, on n'arrive pas à exprimer comme il le faut. Et avant même, nous savons très bien qu'on va gagner. On a maintenant gagné et nous allons nous préparer pour la grande fête. Cela est insuffisant en fait. Les partisans ont afflué vers le palais présidentiel et ont été rejoints dans la célébration par les soldats stationnés dans la région. Voilà, tout le monde aujourd'hui est content. On avait trouvé le résultat. Quand on attendait des taux de participation, c'est que le peuple était vraiment conscient et le peuple était aussi vraiment mature pour participer jusqu'à ce taux. Je suppose que la majorité avait rempli son devoir de citoyen.
3 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire, Mahamat Idriss Déby est à nouveau président du Tchad. Son opposant et premier ministre Succès Masra, qui a obtenu plus de 18,5% des voix, conteste cette victoire. Sans surprise, l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad vient d'annoncer la victoire fleuve du candidat Mahamat Idriss Déby Itno lors de la récente élection du 6 mai dernier avec un score de plus de 3 millions de voix, ce qui lui donne 61% des voix, contrairement au candidat Succès Masra qui s'en sort avec près d'1 million de voix pour un score de 18%. Les événements sont allés très vite. Il faut dire que si les résultats étaient attendus le 21 mai prochain, c'est suite à l'annonce de l'opposition qui prévoyait de communiquer les résultats provisoires qu'ils ont eu à compiler ce soir que l'Ange a fait un rétropédalage et a communiqué que finalement ils revenaient sur leur décision. Et c'est ainsi vers 20h qu'ils ont eu à commencer avec la proclamation des résultats provisoires de cette élection. Par ailleurs, le malheureux candidat Succès Masra s'est adressé dans un live Facebook à la nation annonçant qu'il revendiquait une victoire sur plus de 90% des PV qu'ils ont eu à collecter et compiler dans leur QG, une victoire d'ailleurs sans tâche. Nous avons vaincu en tant que peuple, grâce à vous, le peuple, qui nous a mis en tête dès le premier tour au regard des vérités des urnes centralisées, compilées à plus de 90% et qui consacre la victoire au premier tour, celle du changement sur le statu quo, la victoire de l'espérance sur le passé. Mais le candidat Succès Masra a dénoncé ce qu'il considère comme le vol de la victoire des Tchadiens. D'ailleurs, il a appelé le peuple tchadien à se lever, à ne pas se laisser faire. Il a d'ailleurs demandé aux militaires, aux policiers de ne pas obéir aux ordres injustes. Pour le moment, les partisans du parti au pouvoir et du candidat Idriss Déby Itno sont massés dans les ronds-points stratégiques de la capitale N'Djamena pour célébrer la victoire de leur champion. Pour la couverture de ces élections tchadiennes, je suis Joël Honoré Kouam pour Africa News Télévision. C'est de la basilique Notre-Dame de la Garde qui surplombe la ville de Marseille que Basile Boli a donné le top départ du relais de la flamme olympique en France. L'ancien footballeur de l'Olympique de Marseille a sillonné les rues de la ville phocéenne avec cette torche jeudi avant de passer le témoin à la doyenne de supporters de l'Olympique de Marseille. La flamme a donc entamé son périple de 11 semaines à travers le pays avec environ 10 000 porteurs jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris le 26 juillet. Je suis très fier parce que je suis dans ma ville, Marseille. C'est incroyable. Donc je suis très heureux de porter la flamme. Mercredi, Marseille a célébré l'arrivée de la flamme en France en grande pompe avec plus de 230 000 personnes sur le Vieux-Port. Des fumées noires se dégagent d'un immeuble à Rafah, témoignant de l'intensité des bombardements de l'armée israélienne sur cette ville de l'enclave palestinienne. Face à ce chaos et à l'imminence d'une attaque terrestre, Rafah se vide. Au moins 80 000 personnes ont quitté cette ville surpeuplée, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Environ 1,4 million de personnes vivent dans cette localité, dans des conditions jugées difficiles, l'acheminement de l'aide ayant été interrompu. L'armée israélienne a déclaré mercredi qu'elle avait rouvert le point de passage de Kerem Shalom vers Gaza après plusieurs jours de fermeture. Selon l'ONU, en revanche, aucune aide humanitaire n'était disponible côté palestinien. Mercredi, le président américain a menacé de ne plus fournir certaines armes à Israël en cas d'invasion de Rafah.